Bonjour Marie-Pierre, bonjour à toutes et à tous. Nous voici pour notre émission qui n'a pas de nom. Alors je te laisse présenter le sujet, Marie-Pierre. Bonjour Isabelle et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Donc le sujet d'aujourd'hui que tu as également choisi, c'est quand on se dit «Ah non mais moi ça m'arrivera jamais». Genre on voit un couple qui divorce ou en instance de divorce et on se dit «Ben, moi moi mon couple, moi je ne divorcerai jamais, ça c'est clair». Ou quand on voit quelqu'un qui fait un burn-out ou une dépression majeure ou une dépression peu importe, on se dit moi non, moi ça m'arrivera jamais. Peu importe, ça peut être on découvre que quelqu'un qu'on aimait beaucoup a trompé son conjoint ou sa conjointe, on fait mais moi jamais je tromperai mon conjoint, ma conjointe, ou jamais moi je me ferai tromper parce que moi, mon mari ou ma femme, ou mon amoureux, mon amoureuse, c'est nickel. Enfin bref, ce genre de situation. Euh, Pourquoi on peut se retrouver à penser ça? Et là, ça me fait directement penser à avant mes 30 ans, puis après je pourrais dire avant mes 40, etc. Mais il y a eu vraiment une grosse chose qui s'est passée, moi, autour de ma vingtaine. Donc je dirais même avant mes 20 ans. Mais avant mes 20 ans, j'avais des principes. Je me rendais pas compte que j'avais des principes. Et quand je dis des principes, c'est des jugements. C'est-à-dire pas un code de vie qui m'intéresse et que je vais prendre personnellement, appliquer personnellement, parce que je me rends compte que ça me met de la joie dans le cœur, que ça me rend plus épanouie. Je parle vraiment de principes que j'estime être c'est bien, c'est mal. J'en avais notamment sur les gens qui prenaient de la drogue, que ça soit de la drogue douce, de la drogue dure, de l'alcool. J'en avais beaucoup là-dessus. J'en avais également sur les gens qui trompaient, donc qui étaient infidèles dans leur couple, où je me disais, bref, après, c'était pas quelque chose que je réfléchissais, mais je me rendais compte que lorsque j'apprenais quelque chose, j'avais ça en moi, d'assez dur, parce que je m'estimais être quelqu'un de fidèle. De cohérent là-dedans. Je m'estimais être quelqu'un qui n'avait pas d'addiction là-dedans. Et puis, il y a eu deux choses qui se sont passées dans ma vie, aux alentours de ma vingtaine, et puis par la suite dans ma trentaine. Euh, D'abord, je me suis retrouvée dans une situation à tomber en amour avec deux personnes. Je vais la faire courte parce qu'on pourrait expliquer plein de choses autour de cette expérience-là, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que je me suis retrouvée dans une situation où j'ai été de façon factuelle infidèle. Et peu importe que ça soit parce que j'étais amoureuse, parce que je savais plus, parce que si, parce que ça, parce que j'étais jeune, on s'en fout. C'est factuellement ce que j'ai fait. J'ai aussi vécu factuellement que l'on soit infidèle avec moi. Et là, ça m'a remis en question, tu peux même pas t'imaginer, parce que j'étais toujours la même personne, parce que j'ai souffert là-dedans, parce que c'était pas pour moi, parce que, enfin bref. Et ce qui est rigolo, c'est que grâce à ça, j'ai réalisé que maintenant, je choisis la fidélité, dans le sens de la monogamie déjà. Je choisis, ce qui est deux choses différentes. Je choisis les relations monogames et je choisis du coup la cohérence avec la relation monogame, qui est la fidélité à quelqu'un. Et on peut aussi parler de c'est quoi la fidélité, parce que c'est pas spécialement une fidélité sexuelle, ça peut être une fidélité affective, de vérité, etc. Pas parce que c'est bien ou pas parce que c'est mal, mais parce que je me suis rendu compte que j'étais pas heureuse sinon. Moi, je suis pas heureuse quand ça me met pas, moi personnellement, ça me met pas de la joie dans le cœur de vivre une relation qui n'est pas monogame. Je me rends compte que je n'aime pas non plus être dans une situation où je suis infidèle. Je n'apprécie pas non plus quand l'autre l'est. Et même quand c'est ouvert, c'est-à-dire j'ai fait aussi l'expérience, est-ce que l'on pourrait se le dire et donc là, à ce moment-là, on n'est plus infidèle, mais on est genre dans une relation ouverte, ça me convient pas non plus. Je suis pas en train de dire que ça peut pas convenir, je suis en train de dire que ça me convient pas. Et donc maintenant, c'est plus du tout des principes de jugement, c'est juste que je me rends compte de ce qui me convient ou non.
Et ensuite, je fais aussi la différence entre quand je suis cohérente ou non. Parce que pour moi, l'infidélité, ça veut dire qu'à un moment donné, les choses sont cachées. Ça veut pas dire c'est bien, c'est mal, ça veut dire qu'à un moment donné, on est dans une situation incohérente et que si on perdure là-dedans, ben, c'est pas vrai qu'on peut être heureux. Euh, et et que c'est du champ de patates en tabarnouche, quoi. Là, c'est ni bien ni mal, mais c'est juste ça. Et puis, je vais te laisser parler pour que ça fasse pas trop long. Et puis après, je te donnerai, si ça a lieu, je donnerai l'exemple sur l'addiction. Quand je t'entendais parler, je me dis, moi, c'était le plus, je crois, ça m'arrivera jamais euh, avec les enfants, avec ma fille quand j'ai été enceinte. Donc, j'avais aussi pris des normes, tu vois, des conditionnements, des croyances, tu vois, qu'une bonne éducation ou une bonne maman, ben, ça doit se comporter d'une telle ou telle manière, quoi. Bon, assez vite, ton enfant, il te fait comprendre que mais du coup, ça vient, j'ai le mot trigger, mais ça vient. Déclenché. Bah ouais, parce que toi, tu veux que ça t'arrive pas, tu vois, et ça t'arrive parce que c'est l'autre qui te le fait vivre. Comme là, tu le dis dans le cas de l'infidélité, tu vois. Par exemple, mon enfant, j'irai jamais dormir avec lui, tu vois, ou s'il pleure, je le laisserai pleurer, je reviens. Enfin, tout des choses. Que j'ai pu aussi, avant d'avoir des enfants, avoir des jugements sur les enfants des autres qui ne faisaient pas comme moi je pensais que c'était bien de le faire. Et je pense que, et puis d'autres domaines, tu t'en as cité quelques-uns, le burn-out, euh, plein de choses, quoi. Et je pense que c'est parce qu'on veut contrôler, parce qu'on a l'idée, encore une fois, de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Euh, on a mis des choses dans des cases avec voilà notre cerveau duel qui dit oui, non, bien, mal, bon, mauvais, etc. Et c'est vrai, comme tu l'as dit, quand on fait l'expérience, après, on peut vraiment en parler aussi de ça, tu vois. Et je me souviens, je crois que je l'ai déjà dit ici, mais je vois mon enseignant d'art-thérapie, moi j'ai divorcé, et il disait, Isabelle, c'est la spécialiste du divorce parce qu'elle a traversé l'expérience. Alors encore une fois, en accompagnement, quand on accompagne toi ou moi ou d'autres personnes, on n'est pas non plus obligé d'avoir traversé toutes les situations pour Mhm. pouvoir accompagner les gens parce que sinon, on n'a pas fini, tu vois. Mais il est vrai que quelqu'un qui a divorcé avec un enfant, euh, eh ben, il a de l'empathie, il va comprendre, même si chaque expérience, elle est unique, et que l'autre vit son divorce d'une autre manière, quoi. Et puis, bah, par exemple, tu vois, moi, je divorcerai jamais. Ça, c'était aussi, tu vois, je me marie, c'est pour la vie. Et donc là, forcément, quand à un moment, tu constates que dans ton couple, c'est plus possible et que tu dois en arriver là, mais mon Dieu, que c'est souffrant, quoi. Parce que en plus de la situation qui est vraiment pas agréable à vivre, bah, ça vient de péter tout ce à quoi tu croyais que tu ferais jamais, quoi. Et donc, euh, je pense que ouais, il y a une façon de contrôler. Est-ce que il y a un peu d'ego aussi, peut-être, j'ai envie de dire. Tu sais, de dire moi, je ne ferai Mhm. jamais ça. Il y a quand même un truc de dire ouais, tiens, moi, je ferai jamais ça, quoi. Moi, je dormirai jamais avec mon enfant. Bon, des années après, force est de reconnaître que j'ai passé un paquet de nuits avec ma fille, tu vois. Donc, euh, qu'est-ce qu'on pourrait... alors, j'ai envie de dire, quand on se surprend à dire ça, bon, moi je crois que je le fais plus, ça, mais j'ai quand même, tu vois, l'humilité de me dire, moi je ferai jamais ça. Euh, parce que du coup, j'ai piétiné pas mal de moi, je ferai jamais ça. Euh, quand on se surprend à dire ça, c'est peut-être de voir qu'est-ce qu'on est en train de contrôler et là où on veut être parfait, quoi. De notre point de vue, Mhm. hein, parce que comme on est différent. Et ça me fait penser toujours à... Est-ce que
comment dire, les idées de base dans ce que je partage reviennent toujours au même endroit. C'est-à-dire que tant que l'on confond, selon moi, l'expérience que l'on vit avec qui l'on est, c'est là où on est dans le champ de patates et c'est là où on souffre. Parce qu'à un moment donné, on s'identifie à l'expérience que l'on fait alors qu'on est juste en train de faire des expériences selon le niveau de conscience ou l'oubli de soi ou ce qui revient au même. Voilà. Donc, alors que si l'on voit, et je dis ça, mais je le répète, dans la journée au complet, je suis en train de naviguer là-dedans en l'oubliant, en m'en rappelant. Et ceux qui travaillent avec moi dans mon emploi salarié ou ceux qui m'ont connu au travers de mes accompagnements du Tout Réuni ou ceux qui me voient dans ma famille, ou dans mes amis, euh, ils, ils peuvent en attester de ça. Ouais, Marie-Pierre, elle est pas... elle passe encore là-dedans. Euh, mais dès que l'on réalise, dès que je réalise que c'est une belle aventure et que il n'y a rien qui est mieux ou moins bien, c'est juste que si je veux faire un peu plus d'expérience avec de la joie dans mon cœur, je sais qu'il faut que j'observe mon champ de patates et que je me remette dans l'unité. Par rapport à l'addiction, à un moment donné, là, ce qui est arrivé, c'est que tout le long de ma vie, j'ai eu dans ma sphère d'amis vraiment ce que j'appelle des amitiés fraternelles, c'est-à-dire c'est vraiment que ma famille. euh, des gens que j'ai connus et qui m'ont raconté ma première amitié comme ça, j'avais 25 ans et donc je rencontre quelqu'un qui en avait 20-24, non 20-21 pardon, et qui me raconte son expérience d'adolescente où elle est passée au travers de l'addiction au niveau de ce qu'on appelle les drogues douces, mais quand même au niveau de l'adolescence, ça fait un petit peu des ravages des fois. Puis par la suite, quand j'ai eu la trentaine, j'ai rencontré une autre, je me suis fait amie, puis avec quelqu'un qui est toujours une de mes amies, et qui me raconte aussi la même chose, mais avec certaines drogues, etc. Et là, ça m'a remise en question parce que quand j'ai connu ces personnes-là, je les trouvais en harmonie, quoi. Et j'aurais jamais pensé qu'elles avaient eu un passé comme ça. Et puis j'ai eu aussi autour de moi des gens qui ont été là-dedans. Alors que moi, je réalisais que même quand j'étais très malheureux, je tombais pas là-dedans. Jusqu'au jour où je fais l'expérience à l'aube de mes 40 ans de la dépression majeure du burn-out, qui fait qu'à un moment donné, j'ai discuté avec mon médecin généraliste qui avait fait une spécialisation dans les addictions euh, et que là, me dit la chose suivante. Elle me dit que génétiquement, tous les êtres humains ont en eux un, deux ou trois. Alors, si vous êtes spécialiste, peut-être que vous allez rectifier un peu ce que je dis, mais c'est l'idée qui est là. Des addictions potentielles et également, en parallèle, des directions de potentialité de folie, c'est-à-dire où à un moment donné, on tombe dans l'autre dimension. On en a tous. Il y en a qui sont activés dès notre naissance, il y en a qui vont s'activer à un moment donné de notre vie et il y en a qui vont jamais s'activer. Et il y a d'autres choses qu'on n'a pas et qui ne s'activeront jamais. Donc, par exemple, moi, je n'ai pas le truc qui va faire que je vais tomber dans quelque chose de l'ordre de la drogue physique, douce, alcool ou dur. Mais j'ai réalisé que j'avais trois addictions potentielles. J'avais déjà la cigarette, dite normale, parce que j'ai fumé à peu près de mes 16 ans à proche de mes 31 ans. Et je sais que si je recommençais à fumer, ça repartirait. Bon, je suis très contente de ne plus fumer, mais je l'ai. J'ai l'addiction. J'ai découvert en étant au Québec et en me retrouvant célibataire que j'avais l'addiction du travail. C'est-à-dire qu'avant, j'étais en couple et comme mon couple était plus important, bah, du coup, je ne ramenais pas le travail à la maison et tout allait bien. Et depuis que je suis devenue célibataire, ben, je pouvais m'oublier dans le travail. Et donc, j'avais cette addiction-là. Et l'addiction dans le sens aussi où je pouvais avoir une disharmonie au niveau alimentaire quand à un moment donné je tombais dans l'émotionnel, où je pouvais manger des conneries ou trop manger ou pas manger assez, enfin bref. Et là je fais waouh!
Et là, mon médecin me dit, les addictions sont juste un état de survie. C'est quand à un moment donné, il y a un déséquilibre que le cerveau n'arrive pas à rectifier, il va être dans une compensation pour justement survivre, mais sauf que cette compensation, à un moment donné, quand elle perdure, elle devient une addiction et crée elle-même une destruction. Donc je fais, mais en fin de compte, on est tous pareils. C'est juste qu'il y a des addictions qui sont légales ou pas légales, qui sont normalisées ou non, qui sont acceptées ou non, qui sont valorisées ou non. Et là, je fais tabarnouche. C'est que là, ça m'a arrêté net. Et c'est la même chose pour les potentialités de folie, euh, où tu te dis, OK, tout le monde peut péter à un moment donné une coche, et puis à un moment donné, on peut même tomber là-dedans, et ça fait pas de nous quelqu'un de pas bien ou de bien. C'est juste des expériences que tout le monde peut faire, quoi. J'aime beaucoup le tomber une coche. Euh, m- euh, Moi, c'est la folie qui me fait le plus peur, tu vois. Mhm, C'est quelque chose qui m'effraie. Ouais, que j'ai toujours, tu vois, la plus grande peur, c'est de tomber dans la folie. Et parce que je l'ai frôlé aussi, tu vois ce que je veux dire, où tu dis, ben, je sens que là, je maîtrise plus. J'ai vécu 3 jours comme ça, où c'était juste. Je savais plus qui j'étais, j'avais peur de moi. Enfin, c'était une dissociation, quoi. Tu vois, le truc vraiment compliqué. Dans un contexte particulier où je présentais un diplôme alors que je travaillais. Enfin, tu vois, mais quand même, quand bien même, quoi, tu te fais flipper, quoi. Et c'est vrai que on pourrait dire, mais moi, je tomberai jamais fou. Ou comme tu le disais, je tomberai pas dans l'addiction. Et je trouve que elle- c'est ce que tu as partagé là sur les addictions, en plus, enfin, tu vois qu'en plus, génétiquement, on est potentiellement sujet à certains de ces choses-là, quoi, tu vois. Donc, non, il faut voir quand on dit ces choses-là, qu'est-ce qui est derrière pour nous, quoi. mhm. Est-ce que aussi, j'ai dit que c'était peut-être l'ego, mais est-ce que c'est aussi des fois une plus grande peur qui est là derrière? Tu vois, en l'énonçant, je tomberai jamais dans l'addiction. Est-ce que c'est pas la plus grande peur de ton... Parce que quand tu dis ça, moi, c'était pour ma fille, tu vois, j'avais tellement peur qu'elle tombe dans l'addiction. Et donc, en fait, je pense que c'était une peur, moi aussi, parce que j'ai eu des amis qui ont été comme ça, tu sais, à l'adolescence, qui ont fait ces expériences. Et quand elles me proposaient, moi, je disais non, 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 non pas que j'avais peur ni de la police, ni de mes parents, mais moi, alors moi, comme j'avais peur de la folie, j'avais peur avec ça, de tomber dans la folie, tu vois. Donc, ça faisait effet de plus pouvoir contrôler. Et tu vois, par exemple, bah, dans le film, comment c'est? Euh, Avec Michel Blanc, tu vois, où ils ont fumé, tout ça, et où ils ont peut-être trop bu, où il dit je suis plus étanche, ou je sais pas quoi. Oui, ah, c'est, Euh, je vois quel film tu parles. Et ben moi, ça me fait pas tellement rire, tu vois ce que je veux dire? Parce que du coup, ça serait ma plus grande peur. Tu vois ce que je veux dire? Sous emprise comme ça, de faire ou de dire n'importe quoi. Donc, c'est un peu un garde-fou, je pense, là, de comment dirais-je, un garde-fou intime, interne, que tu sais pas pourquoi. Il y en a qui ont ce garde-fou là et pas d'autres, quoi. Mm, effectivement. Est-ce que tu aurais d'autres choses à dire sur ce sujet, Marie-Pierre? Euh, ben que je sais que lorsque je pense que, ou que j'ai pensé, ou que ça ne m'arrivera jamais, ou que ça ne m'arrive pas, en ce moment, c'est plus, je pense plus ça m'arrivera jamais, mais il y a des fois où, notamment dans mon emploi salarié, euh, quand je vois certains membres dans mon équipe et que je dis, ben tabarnouche, pourquoi il fait ça? Maintenant, j'ai l'habitude de me dire, est-ce que moi je le fais d'une autre façon? Ou est-ce que je l'ai déjà fait? Mhm. Et bien à chaque fois, je l'ai déjà fait ou je l'ai fait d'une autre façon. Mhm. Je parle vraiment quand ça m'irrite, c'est-à-dire quand je suis vraiment dans le jugement où je me dis mais c'est pas possible. Et non pas quand je suis factuelle en disant, tu sais quoi, je peux le comprendre, mais euh, pour X ou Y raison, c'est pas négociable par rapport
aux règles du jeu de l'entreprise et aux résultats Adapté. que l'on attend. Et du coup, je peux comprendre et dans l'absolu, ça ne me dérange pas que tu le fasses, mais pas là. Fait que c'est soit on travaille ensemble dans ces règles communes, soit non. Mais je parle pas de ça. Je parle vraiment quand à un moment donné, ça vient. Il y a des fois où je me surprends à réaliser que je fais aussi ça d'une certaine façon. Peu importe que je le fasse très peu, pas beaucoup. Enfin, je veux dire, ça n'a aucune importance. Mais généralement, quand j'ai un jugement, et des fois, c'est juste autre chose. C'est ma peur de ne pas être écoutée en tant que manager, ma peur de ne pas être crédible, ma peur de ne pas atteindre les résultats d'équipe, peu importe. Mais souvent, ça peut être, je me surprends à réaliser que j'ai fait ou je fais de la même manière et que du coup, j'ai une petite honte personnelle à ça et c'est pour ça que je ne le supporte pas. Mais c'est tellement des sujets vastes. Est-ce que tu trouves que c'est de la sagesse quand on a nos âges et qu'on se rend compte qu'on, moi je le dis vraiment plus beaucoup, je crois pas, hein, ou alors je vais bien faire attention de ça m'arrivera jamais. Parce que j'ai déjà fait pas mal d'expériences aussi. Et c'est une forme de sagesse de faire attention à pas dire ça, tu vois, à plus le dire. Parce que quand on le dit, c'est qu'on le pense et que c'est qu'on y croit vraiment quand on aimait ça. Tu vois, est-ce que ça relève de toutes les expériences qu'on a fait qui nous a bien montré que bah, c'est arrivé? Je- 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 Il y a deux choses qui me viennent à l'esprit là. D'abord, la première chose, dans mon équipe, j'ai des gens très jeunes, ok, de moins de 18 ans à la trentaine, début trentaine, donc qui ont soit pas encore vécu vraiment énormément d'expérience en tant que jeunes adultes, ou qui en ont vécu, qui ont juste commencé à le vivre. Et souvent, je dis, attention, quand je dis ça, il faut vous rappeler que ça n'a rien à voir avec mon intelligence, ça a à voir avec mon expérience. Et ensuite, c'est juste mon expérience. Euh, et que des fois, c'est juste parce qu'à un moment donné, il faut passer par là. Puis la deuxième chose qui m'interpelle là-dedans, c'est qu'on en revient toujours au même. Je sais que je vais continuer à penser ça. Euh, Ce qui m'intéresse, c'est que au moment, c'est de l'observer beaucoup plus rapidement et d'en rire plus rapidement. Parce qu'à ce moment-là, pour moi, ce qui est intéressant, c'est pas tomber dans le champ de patates, dans le jugement. C'est que même le champ de patates devient joyeux. Donc évidemment, par définition, plus il devient joyeux et moins il est tenace et moins il est récurrent. Mais je sais que c'est tellement un mouvement rapide que si j'ai envie vraiment de vivre passionnément ma vie, je vais automatiquement vivre passionnément mes interactions avec moi-même et avec les autres, avec la nature, avec les animaux, peu importe. Et que quand tout bouge, ben c'est sûr que c'est le jeu de la dualité humaine. C'est sûr que c'est pas comme ça, puis c'est ça qui est passionnant. C'est ça. Fait que c'est de pas avoir peur. Quand je me rends compte que j'ai peur de me retrouver à dire ça, je me dis, oh mon Dieu, je veux encore être parfaite. Je veux encore. Fait que je me dis, mon Dieu, que je souffre alors que si j'acceptais simplement que je peux être quelqu'un d'adorable en étant imparfaite, c'est parfait comme ça. Oui, parce que ça voudrait dire si tu dis ah non, moi je veux plus tomber dans le champ de patates, je veux plus vivre la dualité, ça voudrait C'est dire la même chose. tu veux encore contrôler quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc Et t'as encore un jugement sur ce que j'entends. C'est ah excellent à non, chaque fois. moi jamais je tomberai dans le champ de patates. Maintenant, c'est plus mon histoire. Ah oui. Est-ce que d'ailleurs, tu sais, j'avais une question qui tout à l'heure, mais qui a rien à voir. Est-ce que tu connais des gens qui justement sont dans cette unité en permanence? Je pense à Brian Kitty, tu vois, ou Edgar Tolle. Est-ce que tu crois que c'est des gens qui ont catché cet état permanent? Je peux pas parler à leur place, je peux juste dire ma perception. Oui, ta perception, oui, oui. Euh, je pense que c'est un autre niveau, c'est-à-dire que peut-être que dans un certain niveau de conscience, ça peut donner l'impression qu'ils sont effectivement très zen, mais mon expérience, c'est que même si je suis pas arrivée à ce degré de conscience dans mon quotidien, je parle, mais il y a des fois où il y a certains domaines où je suis arrivée à ce degré de conscience, et là, je réalise que c'est comme des poupées russes. À l'intérieur de ça, il y a encore des degrés de conscience. Mm. Et, euh, et c'est simplement que
la façon dont je l'interprète, c'est que pour moi, ce sont des êtres qui tombent encore dans le champ de patates, mais c'est joyeux pour eux parce qu'il n'y a rien là. Mm. Mais par rapport à nous, c'est genre, ils tombent jamais en fait. Mais c'est parce Mm. que c'est tellement rapide Mm. ou c'est tellement joyeux qu'ils sont juste en train d'observer, ah, ça traverse. Ah, ok. Mm. C'est comme Et si du c'était coup, le... un pourcentage, tu vois, et qui serait à 98%, puis qu'il y a encore un millième de quelque chose qui peut rester encore, puis du coup, c'est fulgurant. Oui, puis c'est la résistance au champ de patates. Alors c'est là où on se dit, mais on comprend pas, Marie, tu dis que le champ de patates, c'est la résistance et tu parles de la résistance au champ de patates. Et c'est ça qui est subtil. C'est qu'à un moment donné, on se fout juste la paix et on vit. Mm. Puis tu, ouais, c'est Je ok. pense qu'à un moment donné, c'est des gens qui se sont foutus la paix et qui vivent. Mm. Mm. Euh, c'est tout. Ils vivent leur aventure et ils la partagent. Et moi, je sais que plus je suis dans cette idée-là, vision-là, expérience-là, et plus je suis heureuse, même en réalisant que tabarnouche, je me suis énervée, et tabarnouche. Mais dès que je me dis que c'est pas bien ce que j'ai fait, Mm. et tabarnouche, je souffre, quoi. Mm. Dès que j'y m'identifie, je pense que c'est simplement l'identification, c'est pas le champ de patate en tant que tel. Mm. C'est ce qu'il y a derrière, c'est l'identification, parce qu'on peut vivre aussi ces mouvements-là en réalisant, ah, il y a une identification, on revient. Mais Mm. lorsqu'on s'attache à cette identification-là, c'est terrible. Et j'ai l'impression que ces personnes ont à un moment donné réalisé que l'identification était l'illusion suprême, quoi. Mm. Mm. Et que c'était juste une illusion. Parce que même Baron Katie, que j'aime beaucoup et dont j'ai tous les livres et que je lis régulièrement parce que j'adore cette énergie-là, elle le dit elle-même que lorsqu'elle a vécu, parce que c'est deux personnes qui ont vécu ce qu'on appelle un éveil, mais dans le sens où à un moment donné, ils ont ressenti un Mm. avant et un après, ils ont expérimenté l'illusion comme la matrice, un peu comme dans Néo, je trouve que c'est un peu différent, mais ça, c'est l'idée qu'elle a. Mais ça n'a pas empêché qu'elle le dit elle-même que pendant 1 ou 2 ans, elle a pratiqué, bon, moi c'est ce que moi j'appelle le seuil irréversible, les 7 clés du Tourigny, elle appelle ça le travail. Eckhart Tolle le vit différemment aussi, avec d'autres techniques. Mais pendant 2 ans, elle n'a pas, 1 ou 2 ans, elle n'a pas arrêté dès qu'elle voyait une pensée qui était attachée à l'identification, elle l'a rectifiée. Donc même en ayant plongé dans l'expérience de cet amour-là, de neutralité, mais qui est à la fois très paisible, très, très joyeux, très passionnant, elle a quand même fait le travail 20 fois, 30 fois par jour. Mm. Et maintenant, elle a une telle habitude de vie que Mm. ça donne cette impression-là de zénitude permanente. Mais c'est parce qu'elle en a fait un art de vivre. Et je C'est un pense que automatisme c'est la même finalement. chose. C'est un Comment? automatisme. C'est un automatisme. C'est un C'est... art de vivre. Mais dès qu'on arrête cet art de vivre, ça Mm. revient. Mm. Mm. C'est mon interprétation. Peut-être qu'un jour je dirai l'inverse, mais c'est mon interprétation d'aujourd'hui. Du coup, c'est quoi ton offre, Marie-Pierre? Ben, c'est le nouveau programme que j'appelle Audace, qui permet, sans rentrer complètement dans le programme complet du seuil de l'irréversible, où là, il y a un coaching avec moi, soit individuel, soit collectif, en petit groupe. C'est ce que j'appelle le programme Audace, où je propose de faire une mission par jour pendant 7 semaines, mais une petite mission qui prenne vraiment quelques minutes et qui sont complètement intégrées au quotidien et qui sont personnalisables et qui permettent de traverser ce que moi j'appelle les 7 clés du tout réuni pour justement en arriver à comprendre cet art de vivre et à se l'approprier. Et le but, c'est pas on va commencer à vivre bien au bout de ces 7 semaines. Non, c'est déjà en train de se faire. Ça peut être aussi bon pour les gens qui sont déjà là-dedans et qui ont envie d'explorer ce que je propose au niveau du tout réuni, comme par exemple, ça m'empêche pas d'adorer Baron Katie ou d'autres et d'adorer ce que je fais. Euh, voilà. Donc le lien, il va être dans la description. Et toi? Ça me donne des idées, Marie-Pierre.
ce parcours. Et moi, ben, je vais juste partager un lien. C'est un petit quiz c'est un pas un petit quiz sur pour connaître notre favori, nos préférences de modèle relationnel dans le couple, voilà. Et je dis que c'est pas figé dans le marbre. Comme tout test, hein, on va dire que ça reste une photo à un moment T et on peut évoluer aussi là-dedans, pareil. Donc je le mettrai sous la vidéo. Est-ce que c'est juste pour les couples dits amoureux ou est-ce que ça peut être pour des couples dans le sens de deux personnes qui vivent dans une famille mais qui ont des relations très, très proches ou deux amis ou est-ce que Ben, c'est quelque chose qui pourrait aider aussi ça ou c'est oui, juste... ben, j'ai envie de dire oui parce que là, je repense aux questions qu'il y a dedans. On pourrait vraiment voir le modèle relationnel comme l'amour entre deux personnes, tu vois, que ce soit amis ou parents ou couple. Mais c'est vrai que dans le couple, puisqu'il y a plus souvent contact, on va dire, il y a plus souvent de jeux entre les deux parties, de jeux relationnels. Mais ça pourrait aussi fonctionner parce que les questions vont très bien. Ce qui nous permet aussi de voir la manière dont on réagit. En fait, il y a quatre grands types de relations. Il y en aurait plein d'autres, mais ça permet un peu de normer. Et puis, comme je dis, on n'est pas blanc ou noir, c'est toujours pareil, ça donne une guide, quoi, en fait. Mais ça Cool. permet de comprendre nos réactions, tu vois. Donc je réalise que je ne l'ai pas fait, moi, ça fait que je vais le faire. Ouais, ça Je te marche. dirai ce que j'en pense, Ça marche, ça marche. ce que ça m'a apporté. Merci, bonne journée, belle semaine.